Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonsoir. Je me suis toujours demandé pourquoi le mensonge est-il si présent, tellement prégnant au sein de la classe politique. Pourquoi les politiciens recourent-ils de façon aussi systématique, aussi systémique au mensonge? Pourquoi? Est-ce pour masquer leur incompétence, tromper cet ennemi qu'est leur propre peuple? Est-ce pour dissimuler leur turpitude? Mentent-ils pour nous convaincre qu'ils ne mentent pas? Nous mentent-ils pour nous tromper sur leurs intentions véritables? Nous faire croire qu'ils sont des patriotes, des grands serviteurs de l'État, qui ne sont pas en train de piller le pays, de le saigner à blanc, de le mener à sa perte? Sont-ils dans une fuite en avant en attendant de pouvoir prendre la fuite pour de vrai et pour de bon? Comme un certain Cheikh Ibrahim, entre autres, qui nous mentait lui aussi abondamment. Le problème, le gros problème, est que même si le mensonge politique a la vie courte, il parvient malheureusement à leurrer une partie importante, trop importante de la société. Parce que ce régime dispose de deux atouts particulièrement décisifs. Des ressources financières naturelles, massives, et une politique délibérée d'analphabétisation politique des masses. J'allais dire d'abétisation des masses. Où Yahya n'a-t-il pas dit lui-même « Affame ton chien et il te suivra ». Vous imaginez un peu? Affame-le, puis emplis-lui la panse et il ne quittera plus ton ombre. N'est-ce pas, monsieur Yahya? Et donc, voici une manne financière de 800 milliards de dollars, tombée dans la poche du régime algérien en une quinzaine d'années durant les 3 premiers mandats de monsieur Bouteflika. Une fortune colossale, sans que ce régime ne fasse le moindre effort pour la générer, pour la créer, et encore moins pour la gérer de façon rationnelle, encore moins pour la faire fructifier. 800 milliards de dollars qui auraient pu propulser le pays au même niveau que les pays de l'autre côté de la Méditerranée. Ces 800 milliards de dollars ont été le fruit de la seule ressource hydrocarbures, sans aucun mérite de la part du régime. Lequel régime les a dilapidés et il en a pillé une partie considérable. Et pour ne pas faire de vagues, il a utilisé des milliards de dollars, des dizaines et des centaines de milliards de dollars pour anesthésier des millions de gens. Regardez. نعاون الشباب إلى أقصى حد في لونساج لاكران ولونجان إلى أقصى حد. احنا نامن بهذا الشيء هذا وما نطيحوش في الكلام، ما نطيحوش في الكلام تاع جماعة يقول لكم راكم تطيشوا في الفلوس بدوهم اللي جون والفلوس هذوك يروح يشري بك الروسه ويروح يتزوج هي هم بعد. ونعاونوا باش يدير مؤسسه ونعاونوا باش ينطلق في المجتمع. هذه هي الجزائر اللي لازم نبنيها اخواتي اخواني سون ديماغوجي. ما عنديش انا شخصيا ما نعرفش الديماغوجي وهذا السيد راكم تعرفوه. Sans démagogie, يتزوج بصور لانسير. Le régime y est donc allé à la louche. Il s'est juste contenté de mettre en place un vaste système de distribution de la rente et de partage en brisée de chasse pour un maximum de gens, de façon à s'entourer, à se fortifier derrière un rempart d'alliés naturels, des gens qui trouvent leur compte dans ce système. Et c'est ainsi que de cercles concentriques très proches en cercles concentriques plus éloignés, de très grosses rentes allouées aux barons les plus proches jusqu'au dernier cercle qui bénéficie de subsides, de miettes sans contrepartie, comme cette histoire d'Ansège par exemple. Bouffe et tais-toi. Et ainsi, le régime a réussi à aménager autour de lui une mauvaise conscience généralisée. Des clientèles qui trouvent leur compte et qui sont épouvantées à l'idée que la manne pourrait s'assécher un jour.
Ces alliés naturels du régime ne profitent pas de la même façon, puisque les cercles les plus proches des dispensateurs sont achetés en centaines de millions de dollars, puis en millions de dollars, alors que les cercles les plus éloignés touchent juste de quoi vivre. Mais tous ces gens qui en profitent savent que si la situation change dans un sens plus rationnel, plus juste, ils perdraient leurs privilèges. Alors, ils entrent eux-mêmes dans la logique du régime et participent eux aussi à tromper leurs compatriotes qui ne profitent pas comme eux, de leur faire peur, de leur agiter les épouvantails et d'autres sous le nez, de leur faire craindre des scénarios pires que celui qu'ils vivent, comme la syrianisation, le retour aux années 200, etc. Mais pour que cela soit possible, il est nécessaire d'abrutir les gens, les priver de tout sens de discernement, de les aveugler au point où ils ne peuvent plus distinguer le vrai du faux, au point où ils ne parviennent même plus à comprendre que c'est l'avenir de leurs enfants qu'on joue. Pendant que ceux, les enfants des barons du régime, sont déjà confortablement installés là-bas, définitivement à l'abri. Les gens ne voient plus cela. Ils ont été socialement lobotomisés, emmurés vivants dans une perception au ras du sol. Un rien les alarme, un rien les enflamme, un rien les fait voter et un rien les fait rentrer chez eux. Et c'est cela qui explique la pauvreté des discours d'un Yahya, d'un Sellal. Nombreux sont ceux qui se montrent très étonnés que des responsables de si haut niveau puissent user d'arguments aussi puérils, aussi niais, à la limite de l'imbécilité profonde. Ils sont très nombreux, les Algériens, qui pensent que les Sellal et les Yahya les prennent pour des demeurés. En fait, ils n'ont pas compris que les Sellal et les Yahya et autres ne s'adressent pas à eux. En fait, ce sont ces millions de leurs compatriotes qu'ils ont laborieusement anesthésiés, abrutis, privés délibérément de tout esprit critique, qu'ils abreuvent de formules patriotiques éculées, qu'ils conditionnent à la harangue nationaliste creuse, sous les yeux desquels ils agitent le spectre de la guerre civile, de la main étrangère, du terrorisme, du complot contre l'Algérie. À chaque fois que l'opposition ose dénoncer les innombrables scandales qui émaillent la vie que d'aucuns caractérisent de politique. La vie politique, l'actualité politique, la crise politique, autant de mots qui ne veulent plus rien dire dans un système où le mérite, la vertu, l'intégrité et la vérité ont été bannis, éradiqués. L'opposition au régime fait vraiment peine à voir. Et je ne parle pas de la pseudo-opposition, qui n'est là que pour se baffrer, qui est soudée au râtelier, qui est là, gueule ouverte, à attendre que les miettes tombent de la table des maîtres. Non, je parle de la vraie opposition. Celle qui essaie et qui ne parvient à rien, ni à s'unir, ni à rallier les Algériens autour d'elle, parce qu'elle est inaudible, en plus d'être bâillonnée, entravée de mille et une manières, infiltrée de baltagie, secouée de luttes intestines, incapable de remplir un stade en ces temps de 1, 2, 3, viva l'Algérie. C'est pour cela, et d'autres choses encore, que les Sellal, les Yahya et autres arracheurs de dents jouent sur du velours. Ils ont mis en place un vaste système de conditionnement des masses. Et ils n'oublient jamais, en plus de remuer la boue de la peur, de rappeler qu'en cas de besoin, le régime dispose de l'armée et de services de sécurité les plus puissants d'Afrique et du monde arabe. Et ils oublient juste de préciser que c'est surtout dans la répression des insurrections populaires que ces forces ont été ainsi étoffées, soigneusement pensées, rationnellement disséminées à travers tout le territoire. Pour le moment, le mensonge, couplé à l'anesthésie générale, par la consommation débridée et la corruption de masse, continue de garantir la tranquillité à un régime qui accuse les autres de ses propres travers. Regardez. ما عندي لا بونسيون ما عندي ني حتى حاجه كما قال لك لونديكاب انا الحمد لله ما عندناش شحال تروحي لامير يحاوزوك تروحي للاولايه يحاوز تروحي عند يحيى يحاوزك ويحيى عاجبك واش هو يهضر في لي جورنو راه يقول الشعب هذا كي الكلب جوع الكلب يتبعك هذا كلام يقولوا رئيس حكومه جوع الكلب الشعب هذا ما يفرقش بين اللوبيا والمقارون هذا دوك تخليه هذا دوك الشعب يخليه في الحكم هذا احنا نريد تغيير النظام. Aujourd'hui,
El Watan. Où Yahya s'attaque à l'opposition, la crise des prix du pétrole s'annonce durable. Par NB. TSA. Le RND traite le chef du MSP de Daesh politique par Imen Brahimi. Le soir d'Algérie. Ahmed ou Yahya, tout consensus avec l'opposition est impossible. Par MK. Avec nous aujourd'hui, Ali Benouari, président de Nida Al-Watan, Amir Bouraoui, médecin et membre de Barakat, Lawar Naaman, vice-président du MSP. Ali Benouari, merci d'être avec nous. Comme d'habitude, c'est moi qui vous remercie, si Jamel. Merci. Alors, Ali Benouari, expliquez-moi quelque chose, expliquez-nous quelque chose. Sur le terrain, rien ne bouge vraiment. L'opposition essaye, mais elle ne bouge pas. On ne l'entend pas, elle est inaudible, elle ne fait rien, elle n'arrive à rien. Et pourtant, Yahya sort de ses gonds, il accuse l'opposition de vouloir mettre le pays à feu et à sang, de vouloir instaurer le printemps arabe, dit-il. Il accuse les uns d'être des virus de je ne sais pas quoi, de l'MSP d'être le Daesh politique. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils ont peur alors qu'il ne se passe rien? La première impression qui me vient, c'est que Yahya, quand il attaque l'opposition, ce bougre, c'est parce que précisément il sent le danger. Il y a une lame de fond qui est en train de tendir et qui va inévitablement emporter le régime. Non, l'opposition, c'est faux de dire qu'elle ne travaille pas, elle travaille. Elle travaille sereinement, mais elle travaille en profondeur. Pour la première fois, le 30 mars, nous allons avoir un congrès de l'opposition où participeront, où interviendront tous les partis, les vrais partis d'opposition, en tout cas ceux qui ne sont pas inféodés au régime de manière officielle. Il y aura des personnalités politiques, il y aura des partis qui sont des opposants qui sont à l'étranger. Et je dis simplement au régime, faites très attention à vous. J'ai eu l'occasion de dire parce que nous sommes une opposition responsable. Si vous, pouvoir, gouvernement, président, vous êtes irresponsable, alhamdoulilah, nous avons une opposition responsable. Parce que c'est facile de faire sortir les gens dans la rue. Mais précisément, ça, c'est le chantage, c'est le piège qui nous est tendu. Eh bien non, nous n'appellerons pas les gens à sortir dans la rue, nous n'appellerons pas les gens à casser. C'est très facile pourtant de le faire. Si nous avions décidé de le faire, ce régime ne tiendrait pas une semaine. En une semaine, il sera balayé. Et vous croyez que les gens vont vous suivre, Ali Benouari? Vous croyez que l'opposition, très franchement, pour parler franchement, vous croyez que l'opposition est capable de remplir ne serait-ce qu'un stade? Mais non, il ne s'agit pas de remplir un stade, si Jamel. Oui, dites-moi alors. Il s'agit simplement de sortir, d'entraîner 10, 20, 100, 1000, 10 000, et ça sera la fin de ce régime. Rappelez-vous la Tunisie, rappelez-vous l'Égypte. Dans une place publique, au Caire, a abattu un régime puissant, le plus puissant du monde arabe, qui est celui de Moubarak. Oui, mais la Tunisie est sortie dans la rue. Vous êtes en train de nous dire, on ne sortira pas dans la rue et on obtiendra un changement. Comment allez-vous obtenir un changement sans la rue? Non, il ne s'agit pas de sortir dans la rue pour sortir dans la rue. S'il fallait juste sortir dans la rue, le problème ne serait pas compliqué. Le problème, c'est que quand on sort dans la rue, nous pensons, parce que nous sommes une opposition responsable, que faire? Comment faire? Quoi faire? Et avec qui faire? Croyez-moi, si Jamel, croyez-moi. Ce n'est pas le moment de désespérer, bien au contraire. Mais Ali Benouari, excusez-moi, moi j'essaie d'exprimer les questionnements des gens qui nous regardent, même si moi-même je pense autrement. Expliquez-moi un peu comment peut-on forcer un régime de cette nature, de ce type, à aller vers un changement alors qu'il a l'argent pour corrompre les gens, il en a au moins pour 3 ans encore. Ça lui a très bien réussi jusque-là. Il a l'armée, il a la police, il a environ 600 à 700 000, nous dit-on, membres des forces de sécurité et militaires, relativement très bien payés par rapport à la société, qui ne reculeront devant rien pour défendre le régime. Et il a des alliés naturels, 30 ou 40% de la population qui trouvent leur compte avec ce régime. Comment allez-vous changer cette situation? Vous savez, si Jamel, il y a 3 facteurs. C'est le pouvoir, on le connaît, corrompu jusqu'à la moelle et ruineux, n'est-ce pas, qui a ruiné le pays. Il y a l'opposition, et l'opposition fait son devoir
en essayant d'élargir ses rangs au maximum. Et c'est un travail de longue haleine qui est en train de se faire. Nous sommes presque à bout touchant. Le troisième acteur qui est le principal, c'est le peuple. Le peuple attend de ses élites et de l'opposition qu'elles lui donnent des directives et des mots d'ordre. Et vous avez raison. Tant qu'il y a de l'argent, le pouvoir peut répondre. Il a du répondant. Mais n'oubliez pas un quatrième facteur, c'est le temps. Le temps joue pour l'opposition. Il ne joue pas pour le régime. Et avant, croyez-moi, avant même que les réserves de change ne soient dissipées totalement, vous allez voir, et ça a commencé, le pouvoir, de peur qu'il n'épuise les réserves de change et qu'il ne raccourcisse la durée de vie, va essayer d'augmenter les prix, va essayer de gérer le pays autrement, et c'est là qu'il va creuser sa tombe. Croyez-moi, nous n'attendrons pas 2019 pour voir la faillite de ce régime. Nous sommes évidemment sereins parce que nous devons tenir compte de tous les facteurs, y compris le facteur temps. Et le facteur temps, il permet deux choses. Il permet d'attendre que le régime s'écroule, parce qu'il va s'écrouler, parce que les gens vont se rendre compte qu'ils n'ont plus rien à attendre, qu'il n'y a plus d'argent pour les arroser et les faire taire. Bien au contraire, c'est le temps des larmes et de la sueur. Restez avec nous, Ali Benouari. Je rappelle que je reçois mes invités selon l'ordre alphabétique de leur nom. Amira Bouraoui, merci d'avoir accepté notre invitation. Amira Bouraoui. Merci à vous, merci. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Amira. Alors, Ali Benouari pense qu'il vaut mieux éviter de recourir à la contestation populaire par la rue. Or, qui dit rue ne dit pas forcément violence. Nous avons connu et vu des révolutions très pacifiques qui n'exprimaient que de la contestation politique, une volonté de changement, des aspirations à un mieux-être, à une vie meilleure, sans rien casser, sans rien brûler. Et nous avons même connu que de l'autre côté, même l'armée des régimes n'a pas tiré sur le peuple, qu'elle a même fraternisé. Ça veut dire la rue peut obtenir un changement, mais dans la paix, sans que pour cela ne soit violent. C'est ce que semble suggérer Ali Benouari qui dit « Nous ne recourrons pas à la rue pour le moment ». Qu'est-ce que vous en pensez, Amira Bouraoui? Je ne sais pas comment un changement peut avoir lieu dans une société sans un rapport de force, surtout sous un régime comme le nôtre. Un rapport de force qui doit se faire de notre part, de la part des citoyens et citoyennes algériens, de la manière la plus pacifique qui soit. Mais il se trouve que le régime a joué sur ce qui se passe autour de nous, dans les pays qui ont connu les révolutions arabes, et ils ont fait un travail de fond, et ça, pour ça je leur tire chapeau, parce qu'ils ont fait un travail de fond médiatiquement, pour faire admettre dans l'inconscient collectif que sortir dans la rue et dénoncer la mauvaise gestion et dénoncer la politique de ce régime, c'est vouloir déstabiliser le pays. C'est quand même hilarant. Moi, me concernant, je pense qu'il ne faut plus faire de cette question une question taboue. La rue appartient aux citoyens et aux citoyennes, et je félicite cette conscience citoyenne et puis ça se vit tous les jours. Les Algériens sortent quand même. C'est peut-être les partis politiques qui sont encore un petit peu frileux par rapport à cette question, parce que justement le régime a fait un travail de semer toute cette peur de voir le pays se déstabiliser. Mais il se trouve que tous les pays qui ont été déstabilisés autour de nous sont des pays qui ont subi trop longtemps les dictatures. Et le but aujourd'hui est de passer à la transition vers la démocratie. Mais ce régime fait de la résistance. Il n'en veut pas de cette démocratie. Les Algériens sortent dans la rue. Hier, à Tétis, il y avait des centaines de Téticiens qui étaient dehors par rapport à ce qui s'est passé à Tétis avec le décès des deux médecins, du nourrisson
et du chauffeur d'ambulance qui ont dû faire 300 km pour une échographie. Donc ils ont dénoncé cette injustice, ils ont dénoncé la mauvaise gestion qui a coûté la vie à des Algériens. Donc les Algériens, ils sont prêts à exercer leur droit citoyen d'aller dans la rue. Maintenant, les partis politiques, il viendra bien un jour où ils seront dans l'obligation de suivre, parce que à quoi sert une opposition si elle n'encadre pas justement, si elle n'encadre pas ces dénonciations, si elle n'encadre pas la colère. Mais Amira Boraoui, justement dans la lutte pacifique. Amira Boraoui, pourtant, Ouyahia qui ne ment jamais, qui ne triche jamais, qui ne manipule jamais, qui n'est au service que du seul peuple, tout le monde le sait. Ouyahia est en train de nous dire que tous ceux qui sont en train de contester d'une façon ou d'une autre, quelle que soit la façon, ce sont des gens qui sont au service de la main étrangère, ce sont des gens qui veulent instaurer la syrianisation du pays, la libyanisation, qui veulent nous replonger dans la décennie rouge des années 90-2000, qui veulent déstabiliser l'Algérie, qui veulent nous plonger dans la violence. C'est ce qu'il est en train de dire de façon publique. Ça veut dire qu'il ne s'en cache même pas. Amira Boraoui. Oui, mais ça va toujours dans le sillage d'accuser tous ceux qui s'opposent, ou alors d'être des Daesh, ou alors d'être des... Quand on ne peut pas les accuser d'être des Daesh, on les accuse d'être des fascistes, ou alors c'est la main étrangère, ou alors ils veulent du mal au pays, etc. Parce que le régime a envie de se maintenir, il n'a pas envie d'ouvrir un débat, il n'a pas envie de cette transition. Et c'est pour cette raison que nous sommes allés déposer plainte contre Ouyahia quand il nous a traités de fascistes. Parce que le travail qui a été fait jusqu'ici, son but est justement de dépolitiser la société algérienne. Et le but, c'est quoi? C'est d'obtenir le silence de tout un peuple et de pouvoir continuer avec leur mauvaise gestion, avec le pillage, sans avoir à rendre des comptes. Mais expliquez-moi comment... Être état civil, être en démocratie. Expliquez-moi, oui. Amira, expliquez-moi quelque chose que je n'ai pas compris. Qu'est-ce qu'il veut dire quand il accuse les gens d'être des fascistes? Est-ce qu'il connaît le sens de fasciste ou de fasciste? Est-ce qu'il connaît le sens? Moi, j'ai rien compris. Alors, il aurait dit des terroristes, il aurait dit la main étrangère, il aurait dit des manipulateurs, des agents de la subversion. Mais fasciste, ça veut dire quoi? Pourquoi fasciste? Je pense que lui-même ne sait pas pourquoi il a utilisé ce mot. Mais il a décidé de donner des étiquettes à chacun. Si on n'est pas main étrangère, on est des terroristes, on est des fascistes, etc. Et ensuite, il nous a comparé le jour où on a été insulté par M. Ouyahia, il nous a comparé à mai 68. Déjà par rapport à la référence, c'est limite. Et en plus, si le monsieur savait ce qu'était mai 68, c'est justement une jeunesse qui s'est levée pour dire il y en a marre des dinosaures. Et c'est ce qu'on a dit aussi. C'est une génération qui doit comprendre que les choses ont changé, que le monde a changé. Et qu'aujourd'hui, les citoyens et citoyennes algériens veulent qu'on leur rende des comptes par rapport à la gestion de la cité où ils vivent. Et lui, ni tout le clan, ni tout ce régime n'a envie de rendre des comptes. Parce qu'ils ont peur d'avoir à rendre des comptes, parce que, je les comprends, quand on dépense 1000 milliards et qu'aujourd'hui on se retrouve en pleine crise économique, absolument sans aucune alternative pour la jeunesse, moi j'aimerais pas être à leur place. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, nous, en tant que citoyens pacifistes, on n'a pas envie de faire la guerre à ces gens-là, parce qu'on sait comment ils sont.
On sait qu'ils sont capables du pire et ils nous l'ont déjà montré par le passé. Ce qu'on aimerait, c'est obtenir cette transition et passer à une vraie démocratie où on puisse entendre les voix algériennes, où on puisse entendre une vraie opposition et non pas leur opposition de façade qui est là en train d'applaudir leur mauvaise gestion. On aimerait passer à autre chose de manière pacifique, sans passer par la violence. Et on l'a dit pacifiquement tant de fois. Qui a été violent depuis le début? Qui a été violent? Qui insulte des citoyens et les traite de fascistes? Qui insulte et met en doute l'esprit nationaliste des Algériens? Qui est en train de mettre de l'huile sur le feu? Restez avec nous, Amira Bouraoui. Je reviens à vous dans un instant pour vous demander si vous avez porté plainte contre ce monsieur. Je reçois à présent Lawar Naaman, vice-président du MSP. Merci d'avoir accepté notre invitation, Lawar Naaman. Je vous en prie, merci, de m'avoir invité. Merci, c'est un plaisir. Alors, dites-nous, monsieur Naaman, cette accusation gravissime de monsieur Ouihia contre le président de votre mouvement, qu'il a traité d'agent du Daesh ou quelque chose comme ça, ou du Daesh politique ou quelque chose comme ça. Oui. Eh bien, de toute façon, ce n'est pas la première fois. C'est la faillite politique, en fait. Parce que pour nous, donc, on considère le danger qui peut jeter l'Algérie dans les mains de Daesh, c'est bien le pouvoir, qui a failli à sa mission politique, et économique et sociale. Et notre parti avait perdu plus de 400 militants dans la décennie, qui la connaît très bien. L'utilisation de ce genre de termes, c'est pour faire peur aux Algériens. Ils n'ont pas de crédibilité, ni d'intelligence politique, même de compétences, pour faire de la politique. Et donc, je sais bien qu'ils souhaitent que l'opposition se radicalise, parce qu'ils, d'après nous, ils ont devant eux, ils ont considéré que c'est une opposition qui est sage, et patriotique et pacifique. Et ça, pour eux, ça ne les arrange pas, parce que c'est clair. C'est pour cela donc qu'ils essaient de nous ramener dans leur terrain, donc pour répondre à ces accusations qu'on y considère qu'elles sont nulles et malvenues. Donc c'est pour cela, donc pour nous, donc ce n'est pas nouveau. Et ça ne sera pas la première et ça ne sera pas la dernière. Mais Lawar Naaman, Monsieur Ouihia, après tout, il a fait l'ENA, l'École nationale d'administration. Même s'il ne connaît pas le sens de fasciste, mais bon, c'est pas grave. Dites-moi, il sait très bien, il a au moins ça comme intelligence, de savoir que les salades qu'il raconte, ce genre d'accusations, il sait que la plupart des Algériens ne le croient pas. Mais lui, il s'adresse surtout à certaines catégories de l'Algérie, notamment l'Algérie profonde, que le régime a tout fait pour abrutir, pour les empêcher d'avoir un véritable accès à la conscience politique. C'est le régime qui l'a fait depuis l'indépendance. Il les a abreuvés du parti unique, des discours gna gna gna, les constants de la révolution, etc. Vous connaissez tout ça, nous connaissons tous cela. Donc, Ouihia sait très bien qu'il n'est pas cru par les Algériens, sauf par une partie, une certaine catégorie de la population. Est-ce que c'est du mépris de sa part à l'endroit de ces gens qu'il essaye de conditionner de cette façon aussi honteuse? Écoutez, je crois que les propos de M. Ouihia, c'est un plus pour l'opposition. Parce qu'on sait bien le peuple comment il voit Ouihia. Toujours, il le considère comme étant un homme qui a maintenant plus de 20 ans et qui gère l'Algérie, n'oubliez pas. Et la finalité de la chose, après 20 ans de gestion de l'État, on est dans une crise après avoir dépensé de plus de 800 milliards de dollars. Le peuple le connaît. C'est pour cela, pour nous, c'est un plus. Lorsqu'il parle de cette façon, pour nous, c'est un plus d'une façon générale pour l'opposition générale, et pour notre président d'une façon particulière. Ça veut dire que vous êtes en train de nous dire quand il vous attaque, il vous rend service. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Je ne sais pas est-ce qu'il est au courant ou non.
parce que je pense que ce qu'il est en train de dire, personne ne va le croire, parce qu'ils le savent. Ils savent, le peuple savent qu'il a dit plusieurs choses, mais il n'a pas dit la réalité et la vérité. Et si vous voulez que je lui rappelle, lorsqu'il a été président ou bien le chef du gouvernement, il nous a présenté au niveau du Parlement un projet concernant, je peux dire que le programme du gouvernement avec des données bien définies. Lorsqu'il est parti, il est venu un nouveau chef du gouvernement, il nous a donné d'autres données qui sont totalement différentes, qui ne sont pas... Donc il y en a une contradiction flagrante. C'est pour ça qu'on dit Benesbalina. Donc on dit que ce qu'il est en train de dire, donc c'est Benesbalina au niveau pour nous, c'est à l'opposition au MSP, c'est un plus et ça ne nous dérange pas. Laour Naaman, oui. J'apporte de l'eau à votre moulin pour vous dire que nous aussi, Al-Magharibi, on pense comme vous. Depuis qu'il nous a attaqués et qualifiés de chaîne ennemie ou de chaîne de l'ennemi, notre audimat a grimpé au plafond. Du jour au lendemain, le Magharibi est devenu hyper suivi. Restez avec nous. Laour Naaman, je reviens à vous dans un petit moment. Et je reviens à Ali Benouari. Ali Benouari, comme la question que j'ai posée tout à l'heure à Amira Boraoui, vous parlez de la rue et de votre souci d'éviter de recourir à la rue, ne serait-ce que pour le moment. J'aimerais savoir... Pour vous, la rue veut dire forcément violence? Est-ce qu'il n'y a pas de possibilité qu'il y ait une contestation politique organisée non violente, comme ce fut le cas en Tunisie, par exemple, lors de la révolution de Jasmin? Non, le recours à la rue n'est pas forcément synonyme de violence, mais le pouvoir n'hésitera pas à utiliser la violence, à utiliser ses baltadjia et à commettre des crimes qu'il imputera à l'opposition. Ce régime-là, il ne faut pas l'oublier, est un régime sanguinaire, c'est un régime dangereux, c'est un régime qui ne recule devant rien, et ça, l'opposition le sait. Maintenant, pour répondre plus directement, plus profondément à votre question, l'opposition doit d'abord s'unifier, parce que qui peut prétendre représenter seul l'opposition, si ce n'est la quasi-totalité des opposants? C'est ce que nous sommes en train de faire. Ensuite, les tensions sociales, les difficultés économiques vont s'aggraver. Ça, nous le savons tous. Le peuple sortira dans la rue sans avoir besoin que l'opposition lui demande de sortir dans la rue. Mais croyez-moi, le moment venu, l'opposition sera là pour répondre à Amira Bouraoui, que je salue au passage avec ses Naaman. Le moment venu, bientôt, Inch'Allah, l'opposition sera là pour encadrer les gens, mais à ce moment-là, le peuple qui sortira dans la rue deviendra conscient, c'est-à-dire qu'il ne versera pas dans les violences gratuites et surtout sera conscient des manipulations. Et à ce moment-là, nous enlèverons au régime une arme terrible qu'il a entre ses mains, c'est-à-dire provoquer la violence et les imputer à l'opposition. Et donc, cette élévation du niveau de conscience, nous y travaillons, l'opposition y travaille, les médias comme vous y travaillent. L'unification des rangs de l'opposition rendront possible le changement, y compris par la rue. Mais une rue qui sera consciente, qui sera disciplinée. Et surtout, si jamais j'aimerais vous dire, les comparaisons n'est pas raison. La Tunisie était pauvre. La Tunisie n'a pas les mêmes vies du tourisme, donc c'est une économie qui reste très très fragile. Elle n'a pas les réserves immenses financières de l'Algérie. L'Égypte, c'est la même chose. La Libye, c'est une intervention étrangère directe. Donc, l'Algérie est dans un cas à part, et surtout que l'Algérie a connu la décennie noire. Nous savons de quoi le pouvoir est capable. Ce pouvoir criminel, ce pouvoir extrêmement dangereux. Et donc, il est normal que l'opposition fasse preuve de sagesse et en même temps travaille à l'unification de ses rangs pour offrir une alternative. Donc, mais il y a un problème, Ali Benouari, il y a un problème, il me semble. C'est que ce régime a réussi quelque chose de très grave, qui lui a permis d'ailleurs de se maintenir à la tête de ce pays depuis 1962. Il a réussi à disséminer, à éclater ce sentiment de conscience politique, d'appartenance à un pays, d'appartenance commune à une même nation, mais aussi à de mêmes perspectives, à un même destin. Aujourd'hui, les gens, la plupart des Algériens, qui ont un bon niveau politique, qui ont une vraie conscience politique, chacun de nous se dit, mais où on va comme ça? Où sont les Algériens? Chacun de nous pense que les autres Algériens
ne jouent pas leur rôle et ne répondent pas présents à un moment où le pays et la société et l'avenir de nos enfants a besoin de nous. Chacun, dans son petit coin, se dit « Ah, les Algériens ne sont pas là ». C'est ça que le régime a réussi et c'est ça que l'opposition n'a pas réussi à combattre vraiment, c'est-à-dire à cristalliser cette conscience politique latente en une vraie volonté politique. Moi, je pense tout simplement que les gens sont en train de prendre conscience. Leur impatience témoigne de cette prise de conscience. Plus il y aura de gens impatients et plus les conditions pour le changement seront réunies. N'oubliez pas, je reviens toujours à la manne financière. 800 milliards de dollars ou plus que 800 milliards de dollars ont servi à acheter la paix sociale. Et donc, nous ne sommes pas dans la situation de la Tunisie ou de l'Égypte ou d'autres pays. Mais cette manne qui a permis d'acheter le peuple est en train de s'épuiser. Parallèlement à l'épuisement de cette manne et aux tensions sociales grandissantes, l'opposition fait un travail en profondeur. Et le moment venu, croyez-moi, et c'est pour ça que Ouihia s'énerve, ce sinistre personnage, comme je l'appelle, il s'énerve parce qu'il sait que le moment où ils devront partir est très très proche. Et comme disait Sinamen, le silence de l'opposition, le silence relatif de l'opposition ne signifie pas que le régime ne sait pas que nous sommes en train de travailler. Au contraire, il sait que le moment approche où ils devront rendre des comptes, et Ouihia en particulier. Ça fait 20 ans, comme disait Sinamen, qu'il gère le pays, il est un des principaux responsables du désastre, et puisqu'il a accusé d'honnêtes citoyens de fascisme et d'autres choses, eh bien, j'ai envie de lui dire, Monsieur Ouihia, vous serez jugé, tôt ou tard, vous serez jugé. Restez avec nous, Ali Benouari. Amira Bouraoui. Oui. À Constantine, après les tragiques événements, même si ce n'est pas le sujet du jour, mais on ne peut pas ne pas en parler, vous les avez évoqués à un instant, de ces médecins qui ont eu un accident de la route parce qu'ils évacuaient un bébé pour une échographie. Il n'y a pas d'échographie à Sétif. On les a obligés quasiment. Finalement, le bébé est mort. Les 2 médecins sont morts, si je ne me trompe. Et il y a eu une vraie contestation à Sétif de la part de médecins qui sont sortis dans la rue, qui ont explosé de colère, qui ont dit on a marre de ce bricolage. Essayez de nous en parler un peu, Amira Bouraoui. Oui, moi aussi j'étais très très en colère par rapport à ce qui s'est passé à cause de cet accident. Un accident dont la source est la mauvaise gestion. La mauvaise gestion, et donc on en revient à toutes les politiques, du prix de la baguette de pain jusqu'à perdre la vie d'étudiants en médecine. En fait, c'était des étudiants en dernière année de médecine avec un piston au bord de l'ambulance ainsi que le chauffeur qui ont perdu la vie. Pourquoi ? Parce qu'il a fallu faire 300 km pour aller faire une échographie d'un chef-lieu de wilaya à une autre wilaya de ce n'est pas rien, qui doit aller jusqu'à Alger pour effectuer une échographie. Et là, face à un drame pareil, face à des familles endeuillées, face aux parents de l'enfant, à la famille de l'ambulancier, aux parents des 2 étudiants qui ont vu leurs enfants grandir, qui attendaient avec impatience de les voir obtenir leur doctorat, et voir tous ces gens victimes de cette mauvaise gestion. Et ce n'est rien par rapport à ce qui se passe au sud, où c'est pire encore, où depuis déjà très longtemps, on n'arrête pas de dire qu'il faut que chaque région ait son université de médecine et son centre hospitalier universitaire pour former ses médecins, et avec tous ces milliards de dollars dépensés, de voir partir d'une wilaya à une autre pour effectuer une échographie. Mais justement, Amira Bouraoui, excusez-moi de vous interrompre. À ce moment-là... Amira Bouraoui, excusez-moi de vous interrompre. Expliquez-nous un peu, parce qu'on n'arrive pas à comprendre comment 800 milliards de dollars plus tard, et à un moment où nos dirigeants vont soigner leurs petits et gros bobos dans les meilleures cliniques et les meilleurs hôpitaux du monde. Expliquez-nous un peu
comment, dans une wilaya comme Sétif, qui est, je crois, la deuxième wilaya d'Algérie, en matière de superficie, de surface, comment, dans une wilaya, il n'y a pas d'échographie? Dans une telle wilaya, tellement peuplée, tellement vaste, il faut que les gens aillent à Alger pour faire une échographie. C'est même pas un scanner ou un IRM, une échographie. Parce que tout simplement, l'argent ne suffit pas. Et l'expression dire que l'argent ne peut pas faire le bonheur à lui tout seul, elle est valable ici. Le problème, c'est qu'il réussit à créer une sorte de système où les seuls cadres ou les seules personnes qui peuvent graviter jusqu'au sommet au niveau des centres décisionnels, ce sont en général les plus médiocres de la nation, les plus médiocres. Ceux qui se soumettent, ceux qui se taisent face à la corruption, ceux qui n'ont pas le niveau nécessaire pour la gestion, c'est ceux-là qu'on retrouve au niveau des postes décisionnels. Parce que pendant 16 ans et autant de milliards dépensés, il aurait fallu régler tous ces problèmes-là, parce qu'on avait déjà les moyens de le faire, on avait les moyens humains et on avait les moyens matériels de le faire, on avait l'argent qu'il fallait. Il se trouve que ceux qui décident n'ont aucune compétence. Et je pense qu'on est un système unique de par le monde, parce que même les pires des dictatures pensent un petit peu à leur peuple. Nous, on a l'impression qu'ils sont là à dilapider, que tout le monde s'en fout de tout le monde et qu'on assiste à un peuple qui est en détresse. On les voit à l'hôpital, on les voit se trimballer, on voit la mauvaise gestion partout. Merci Amira Bouraoui, je suis obligé de vous interrompre pour essayer de répartir un peu le temps d'intervention de façon à peu près équitable. Je reviens à Lawar Naaman. Lawar Naaman, tout à l'heure, Ali Benouari nous disait qu'il avait confiance, que l'opposition était dans la bonne voie, qu'elle finirait par s'organiser, que les Algériens finiraient par converger tous vers une même aspiration. Vous y croyez, vous, très franchement? Mais bien sûr, parce qu'on considère que c'est la première fois en Algérie que l'opposition se rencontre de l'extrême droite vers l'extrême gauche. Et ça, c'est un atout, de toute façon. Donc, maintenant, on a un système ou un pouvoir et vous avez l'opposition. Donc, ça ne sera pas facile pour lui de faire ce qu'il veut. C'est tout à fait normal. Même si on entre parenthèses, je reviens à quelque chose, parce que généralement, on voit ce qu'il dit. Il dit, voilà la crise qu'on est en train, parce que c'est la crise qui va de la crise économique, je parle. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, voilà, la crise, la cause, c'est la chute du baril de pétrole. Mais est-ce que c'est vrai? Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ça. La cause essentielle, ce n'est pas la chute du baril du pétrole. Ça, c'est un élément uniquement. Mais le problème réel, on avait au début, le baril était à 140 dollars le baril. On avait une manne financière. C'est le problème de gestion. C'est un problème d'incompétence. C'est un problème de politique qui n'est pas juste. C'est ça les problèmes. Parce que lorsqu'ils n'ont pas de vision, on n'a pas de vision économique jusqu'aujourd'hui. On est en train de tâtonner. Si tout à fait, on essaie des conséquences. On va payer tous les pots cassés finalement, parce que ce n'est pas uniquement le pouvoir qui payera, mais aussi la population va payer pour les fautes des responsables qui n'ont pas su exploiter la situation précédente. Mais Lawar Naaman, oui. Est-ce que ce n'est pas la faute aussi de cette opposition dont vous parlez, qui collabore avec le régime, qui fait partie de son faux parlement, qui fait partie de ses fausses institutions, qui rencontre les barons du régime, qui prête son image pour le cautionnement de ce régime dont vous nous parlez? Est-ce que ce n'est pas aussi la faute de cette opposition? Par exemple, un seul exemple, avoir des députés dans un tel parlement, est-ce que ce n'est pas une caution à ce régime, mais une caution finalement qui ne sert que le régime? Elle ne peut en aucun cas servir l'opposition, ni le peuple algérien. Vous conviendrez, j'espère. Non, mais écoutez,
écoutez, premièrement, si vous parlez maintenant de est-ce que l'opposition assume certaines responsabilités, si on peut en parler des responsabilités, c'est tout à fait chacun une partie de responsabilité, soit au niveau de l'opposition, soit au niveau du gouvernement, c'est tout à fait normal, chacun une responsabilité, mais ce n'est pas la même. Si vous parlez de la présence des députés au niveau du Parlement, la question qui se pose, si je prends la question, je prends l'exemple, si demain, voilà, l'opposition décide que les députés se retirent, est-ce que ça va résoudre le problème? En tout cas, ça enlèvera de la légitimité. Ça enlèvera de la légitimité à un pouvoir qui n'en a pas. C'est l'opposition qui lui donne ce semblant de façade de légitimité en trompe-l'œil. Écoutez, mais premièrement, pour la représentation au niveau des parlements ou bien au niveau local, c'est qu'une représentation, ce n'est pas le pouvoir qui vous a donné ce poste, si vous êtes représentant d'un peuple. Et justement, pour votre présence, comme il s'est passé dernièrement au niveau de la loi de finances 2016, c'est pour dire voilà ce qu'il est en train de faire. Mais si vous restez dehors, et vous restez dehors, et vous êtes qu'un observateur, vous applaudissez, ou bien vous faites siffler uniquement, ça ne changera rien du tout. C'est pour cela, donc, si on va quitter le Parlement, c'est dans l'objectif de faire passer une autre phase, un autre stade de lutte, afin, bien sûr, d'arriver à résoudre les problèmes, et bien sûr, finalement, d'arriver à ce qu'on veut. Mais c'est uniquement démissionner du Parlement uniquement, et après vous parlez uniquement et vous ne faites rien, ça ne change rien du tout. C'est pour cela qu'on dit, ça c'est une alternative. Vous avez dans la main, vous avez une feuille dans la main. Vous pouvez l'ajouter à n'importe quel moment, mais vous pouvez les utiliser afin de dire ce qu'il est en train de faire avec des chiffres et la réalité exacte. Parce que qu'est-ce qu'il est en train de faire le pouvoir maintenant? Il est en train de travailler dans l'objectif de faire le désespoir au niveau de la population. C'est son objectif. C'est pour cela, si je vous donne un exemple uniquement, je vais vous donner un constat ou bien un chiffre. Vous n'oubliez pas, monsieur, que on parle du Parlement, que vous avez la majorité absolue. On parle de majorité concernant, si je prends l'ensemble du RN et du FLN, vous savez combien de voix ils ont obtenu? Ils ont obtenu inférieur à 10%. L'ensemble des voix qu'ils ont récoltées avec la fraude, ils n'ont pas pu obtenir qu'inférieur à autour de 7 à 8% uniquement. Restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission, Laour Naaman, en espérant que vous reviendrez pour parler plus profondément de ce sujet ô combien brûlant. Je reviens à Ali Benouari pour une équité de temps d'intervention. Ali Benouari, vous avez environ 2 minutes pour conclure. C'est très simple. Ouihia menace l'opposition. Qui est-il pour menacer l'opposition? Il est le responsable du désastre, de la disparition de tout le potentiel de développement du pays. Il sera jugé comme un criminel. Et il ose menacer l'opposition. L'opposition est-elle responsable de quelque chose? Est-ce qu'elle est responsable de la mauvaise gestion du pays et de la destruction du pays? Est-ce qu'elle a provoqué des émeutes et conduit le pays à la casse et à la guerre civile? Mais en fait, Ouihia, c'est traduit simplement la panique dans laquelle se trouve le pouvoir. Je n'ai pas d'autres mots à rajouter. Merci Ali Benouari. Merci Amira Bouraoui. Merci Laour Naaman. Merci à vous d'avoir suivi cette émission en espérant vous revoir bientôt. Je rappelle que demain, c'est mon ami et collègue Nasser Joudi qui animera ici à ma place l'émission. Moi, je serai à Paris pour assister à la rencontre d'une nouvelle association de la diaspora algérienne en France et qui vise à devenir l'association des Algériens dans le monde, Diaspora DZ, dont Ali Benouari qui était avec nous est membre fondateur. Donc nous vous transmettrons les images depuis Paris. Merci beaucoup. Salam.